Il y a des silences qui blessent plus profondément qu'un cri, des regards qui frôlent mais qui évitent, des sourires mécaniques qui ne touchent plus l'âme. Et pourtant, tout semble normal. Aucun mot direct, aucun affront visible. Juste cette sensation étrange, invisible, tenace, qu'une présence proche s'est transformée en absence dissimulée. Et si derrière cette façade de cordialité se cachait quelque chose de plus sombre, une hostilité retenue, une rancœur étouffée, une haine masquée. Carl Jung n'a cessé de rappeler que les émotions réprimées ne disparaissent jamais. Elles s'enfouissent dans l'ombre de la psyché, là où elles grandissent, fermentent, et finissent par se manifester autrement. La haine, lorsqu'elle ne peut être assumée, se déguise. Elle se cache dans les replis du quotidien, s'insinue dans des gestes apparemment anodins et crée un climat qui étouffe l'âme sans qu'on puisse nommer l'agresseur. Et le plus douloureux, c'est lorsqu'elle vient de quelqu'un qu'on aime. Quelqu'un en qui l'on croyait, avec qui l'on a partagé, ri, espéré. Reconnaître les signes d'une haine silencieuse demande du courage. Parce que cela remet en question nos liens les plus profonds. Cela nous oblige à voir au-delà des apparences, à écouter l'invisible, à percevoir l'incohérence entre ce qui est dit et ce qui est vibré. Et c'est là que le regard de Jung devient une boussole précieuse. Il nous apprend à décoder les symboles, à lire dans l'ombre, à comprendre que le rejet n'est pas toujours frontal. Il peut être diffus, froid, distant, mais tout, aussi destructeur. L'un des premiers signes de cette haine masquée est l'ironie persistante. Une personne proche qui ne cesse de vous taquiner, sous couvert d'humour, mais dont les paroles vous diminuent, vous piquent, vous blessent. L'ironie devient alors une arme subtile. Elle permet à l'agresseur de dissimuler sa colère tout en la déversant sur vous. Elle évite le conflit ouvert, mais impose une violence douce, une dévalorisation insidieuse. Et souvent, vous vous sentez coupable de réagir, parce que c'était juste une blague, n'est-ce pas? Puis il y a ce retrait émotionnel, cette manière soudaine de ne plus partager, de ne plus vous regarder comme avant. La chaleur disparaît, remplacée par une neutralité froide. Vous sentez que votre présence ne suscite plus rien. Ni joie, ni curiosité, ni tendresse. Comme si vous étiez devenu invisible. Ce détachement n'est pas de l'indifférence. Il est une punition silencieuse. Une manière d'exprimer ce qui ne peut être dit à haute voix. Un autre indice est la compétition déguisée. Cette personne qui, au lieu de se réjouir pour vous, compare, minimise, détourne. Chaque succès devient une menace. Chaque moment heureux est accueilli avec un sourire crispé. Ce n'est pas de la jalousie. Assumer, c'est plus pervers. C'est une façon de saboter votre élan, de semer le doute dans vos victoires. Comme si vous n'aviez pas le droit de briller sans en payer le prix. Jung nous invite à explorer ce qui est projeté. Selon lui, la haine que l'autre nous porte n'est parfois qu'un reflet de sa propre lutte intérieure. Il projette sur nous ce qu'il ne peut supporter en lui-même. Une blessure ancienne, un complexe non résolu, un conflit enfoui, et souvent, ceux qui nous détestent en silence sont ceux à qui nous avons, sans le savoir, renvoyé une image trop forte, trop vraie, trop vivante, une image qu'ils ne peuvent intégrer. Mais cette lucidité a un prix. Elle nous isole. Car voir ce que les autres refusent de voir, c'est aussi se détacher des illusions partagées. C'est reconnaître que certains liens ne sont que des prisons dorées. Et cela fait mal. On préférerait parfois rester dans l'aveuglement, continuer à croire que tout va bien, que c'est passager, que l'autre a juste besoin de temps. Mais l'intuition ne ment jamais. Elle murmure, elle dérange, elle insiste. Ce que Jung propose, ce n'est pas d'accuser, c'est de comprendre. Comprendre que la haine refoulée est un cri d'âme, un cri souvent ancien, qui cherche un exutoire. Et nous ne sommes pas obligés de l'accueillir. Nous pouvons mettre des limites, nous pouvons partir. Nous pouvons choisir la paix intérieure plutôt que la fidélité à une relation toxique. Alors, si vous ressentez cette dissonance étrange dans une relation, si votre cœur se serre sans savoir pourquoi, si vous avez l'impression d'être constamment jugé, diminué, ignoré, écoutez, votre inconscient vous parle, il vous guide, et il se peut qu'il tente de vous protéger d'une haine qui n'ose pas dire son nom. Car la véritable blessure, ce n'est pas tant d'être haï, c'est de l'être par quelqu'un qui autrefois nous aimait. Ce qu'il y a de plus cruel dans la haine cachée, ce n'est pas sa violence, c'est son invisibilité. Elle n'explose pas comme une tempête, elle se faufile comme une brume.
Elle contamine sans bruit. Et l'un des aspects les plus déstabilisants, c'est qu'elle vient souvent masquée d'amour, d'attention ou même de loyauté. Cela brouille les repères, mélange les signaux. L'ennemi n'est pas déclaré. Il dort dans le même cercle, partage les mêmes souvenirs, sourit dans les mêmes photos. Carl Jung a longuement travaillé sur ces conflits invisibles, ces tensions souterraines qui empoisonnent les relations humaines. Pour lui, ce qui n'est pas reconnu dans la conscience se manifeste dans les comportements. Et quand une personne refuse d'admettre sa colère, sa jalousie ou son ressentiment, elle les projette dans l'ombre. Mais l'ombre ne reste jamais silencieuse. Elle se manifeste par des oublis accidentels, des critiques voilées, des gestes ambigus. Le non-dit devient langage, le regard devient arme. Parfois, cette haine larvée se manifeste dans la façon dont l'autre vous imite, mais avec un léger mépris. Il reproduit vos mots, vos idées, vos projets, mais avec un ton moqueur, une distance ironique. Ce n'est pas une admiration, c'est une parodie, un miroir déformant qui tente de vous réduire, comme s'il fallait ridiculiser ce qui en vous suscite de l'admiration ou de la gêne chez lui. C'est une stratégie de défense, mais aussi d'attaque passive, et elle blesse profondément. Il arrive aussi que cette hostilité cachée s'exprime par l'oubli sélectif. Cette personne oublie votre anniversaire, vos projets importants, vos besoins, mais elle n'oublie jamais ce qui vous a mis mal à l'aise, ce que vous avez confié dans un moment de vulnérabilité. Ces confidences deviennent des armes déguisées en plaisanterie ou en sous-entendu. Ce genre d'attitude n'est pas neutre. Elle signale une volonté, parfois inconsciente, de maintenir le pouvoir émotionnel, de garder une forme de supériorité sur vous. Carl Jung insistait sur le fait que chaque individu porte en lui un champ de bataille entre le masque social, ce qu'il appelait la persona, et l'ombre. Plus une personne s'identifie à une image parfaite, plus son ombre devient dense. Et parfois, ce qui déclenche la haine en silence, c'est votre capacité à exister en dehors de ce masque. Votre liberté, votre sensibilité, votre lumière dérangent l'autre parce qu'elle révèle ce qu'il a enfoui. Ce n'est pas vous qu'il déteste, c'est ce que vous lui reflétez. Un autre signe subtil, cette personne vous contredit, systématiquement, même sur les détails les plus anodins. Pas de façon frontale, mais avec des « tu es sûr », « je crois que c'était autrement », ou un léger haussement d'épaule qui remet en question votre mémoire, vos choix, votre réalité. C'est une forme de gaslighting discret. L'objectif n'est pas forcément conscient, mais il est là. Éroder votre confiance en vous, vous faire douter de vos perceptions, et ainsi affirmer un contrôle psychologique sans jamais lever la voix. La haine masquée aime les gestes ambivalents, des cadeaux qui ne correspondent pas à vos goûts, des paroles de soutien prononcées sans conviction, des félicitations où transparaît une pointe d'agacement. C'est dans ces nuances que le message réel se glisse, et souvent, vous vous retrouvez à expliquer à vous-même ce que vous ressentez, à douter de vos propres intuitions. Parce que tout est techniquement normal, mais intérieurement quelque chose s'éteint, une part de vous se referme, ce n'est pas un hasard. Jung disait que l'inconscient collectif, et en particulier les archétypes, agissent comme des forces invisibles dans nos relations. Et parfois, celui qui vous hait en silence vous a inconsciemment attribué un rôle, celui du rival, de l'enfant préféré, de l'idéal impossible. Vous devenez alors le support de son conflit intérieur. Et plus vous essayez de l'aimer, de le comprendre, plus cela alimente cette tension, parce que vous ne pouvez pas guérir une blessure que l'autre refuse de reconnaître. Dans ces situations, la lucidité devient un acte d'amour envers soi-même. Il ne s'agit pas de condamner l'autre, mais de se libérer du jeu, de ne plus chercher l'approbation là où il n'y a qu'ambivalence, de ne plus mendier une affection qui cache un poison. Jung nous invite à faire face à nos ombres, mais aussi à reconnaître celles des autres, surtout quand elles nous écrasent. Et si vous sentez que votre lumière déclenche chez l'autre des regards sombres, des silences lourds, des gestes qui blessent sans bruit, ce n'est pas de la paranoïa. C'est une perception fine, une intelligence émotionnelle que vous avez développée au prix de beaucoup d'expériences. Faites-lui confiance, car celui qui vous hait en silence ne mérite pas votre cécité, il mérite votre clarté. Il existe une haine qui ne hurle pas, qui ne frappe pas, qui ne claque pas les portes. Elle ne se déclare jamais. Elle reste tapie dans l'ombre, comme une vipère sous une pierre chaude,
Et c'est précisément cela qui la rend si difficile à détecter. Parce qu'elle ne prend pas la forme classique du rejet. Elle se dissimule derrière une amitié, une complicité, une tendresse de surface. Et pourtant, elle est là. Elle se nourrit du non-dit, du refoulé, du trop-plein jamais exprimé. Parfois, cette haine prend la forme d'un soutien empoisonné. Cette personne proche qui vous encourage à prendre un chemin que vous savez destructeur. Qui valide vos décisions les plus impulsives, vos choix les plus incertains. Pas par amour, mais parce que vous voir échouer la soulage. Parce que votre réussite lui est insupportable, alors elle préfère devenir complice silencieuse de votre chute. Ce n'est pas de l'aide, c'est une complicité perverse, une haine déguisée en solidarité. Il y a aussi ceux qui vous imitent pour mieux vous effacer. Ils adoptent votre manière de parler, vos expressions, vos centres d'intérêt. Mais ce n'est pas de l'admiration. C'est une tentative d'appropriation, une manière de diluer votre singularité, de gommer votre différence. Et peu à peu, vous sentez que votre espace se réduit, que votre voix devient un écho, que votre identité est brouillée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie d'annulation subtile. Carl Jung parlait de l'envie comme d'une énergie profondément destructrice lorsqu'elle n'est pas transformée. L'envie non reconnue se transforme en haine larvée. Et cette haine n'est pas toujours tournée vers l'extérieur. Elle peut aussi être dirigée contre soi. Mais dans certains cas, elle s'extériorise vers ceux qui, sans le vouloir, ont réveillé un sentiment d'échec, d'infériorité ou d'abandon chez l'autre. La proximité affective n'est alors plus un refuge, mais un champ de mine. Il existe une dynamique toxique fréquente dans ces relations, le besoin constant de déséquilibrer. Celui qui vous hait en silence alterne les moments de chaleur et de froid, de soutien et de mépris. Il vous fait sentir spécial puis inutile. Il vous écoute puis vous ignore. Cette instabilité émotionnelle est une arme puissante. Elle crée une dépendance affective. Vous restez dans la relation en espérant que la version lumineuse de l'autre reviendra. Mais ce n'est qu'un leurre, un cycle de pouvoir et de confusion. Un autre signe révélateur est la narration déformée. Cette personne commence à raconter votre histoire d'une manière qui ne vous ressemble pas. Elle minimise vos réussites, amplifie vos erreurs, redéfinit vos intentions. Et le plus troublant, c'est qu'elle le fait souvent en votre présence, dans des cercles communs, comme si elle voulait discrètement vous retirer votre droit à exister dans votre propre vérité. Ce n'est pas anodin, c'est un acte symbolique d'effacement. Jung insistait sur la responsabilité de chacun face à son propre inconscient. Lorsque cette responsabilité est fuie, les ombres deviennent des armes tournées vers les autres. Et parfois, la haine silencieuse est le fruit d'un abandon intérieur. L'autre vous hait parce qu'il ne supporte pas ce qu'il n'a pas cultivé en lui. Votre bonheur lui rappelle son malheur. Votre clarté lui rappelle sa confusion. Et sans même qu'il en soit conscient, il vous désigne comme coupable de ce qu'il n'a pas su construire. Il est crucial de reconnaître ces signes sans sombrer dans la paranoïa. Le but n'est pas de soupçonner tout le monde, mais de restaurer votre pouvoir de perception. Votre intuition n'est pas un défaut, elle est le langage de votre inconscient. Et lorsqu'elle vous murmure que quelque chose ne va pas, qu'un lien vous épuise, qu'une présence vous abîme, écoutez-la. Même si aucun mot n'a été prononcé, même si tout semble aller bien. La haine masquée n'a pas besoin de cris pour faire mal. Elle agit par l'érosion, elle vous use, elle vous fait douter de votre valeur. Et c'est cela son plus grand danger, car elle ne vise pas votre corps, mais votre lumière. Elle veut l'éteindre doucement, jusqu'à ce que vous vous fondiez dans la grisaille d'une relation vide. Mais vous avez le droit de voir, le droit de savoir, et surtout, le droit de partir. La haine dissimulée n'est pas seulement un phénomène psychologique, c'est un message énergétique, un champ de tension qui se ressent même lorsque tout semble calme. Et ce message, votre corps le perçoit souvent avant votre mental. Vous entrez dans une pièce et soudain, vous vous sentez mal à l'aise. Vous recevez un message et votre ventre se serre. Vous entendez votre prénom prononcé et quelque chose se crispe en vous. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la mémoire subtile de votre être qui réagit à une vibration toxique. Carl Jung nous a appris que l'inconscient est un océan de signaux. Rien n'y est jamais perdu. Et dans cet océan, nous capturons bien plus que ce que nous comprenons. Un ton, un silence, un soupir peuvent contenir des vérités plus profondes que 1000 discours.
Celui qui vous hait en secret peut maîtriser ses mots, contrôler ses gestes, sourire comme il faut. Mais il ne peut pas tromper l'énergie qu'il dégage. Et cette énergie, vous la ressentez. Vous la portez même parfois sans le savoir. 1. Signe encore plus troublant est la sensation d'être constamment en faute. Avec cette personne, vous avez l'impression de toujours devoir vous excuser pour ce que vous avez dit ou pas dit, pour ce que vous avez fait ou pas fait. Tout devient sujet à malentendu. Chaque conversation glisse sur une pente où vous êtes celui qui doit se justifier. C'est une stratégie inconsciente mais puissante. Elle vous fait porter le poids de la relation pendant que l'autre se positionne en victime ou en juge. Il existe aussi une forme de sabotage invisible, celle qui se produit dans les moments clés. Vous partagez une bonne nouvelle et elle est accueillie avec tiédeur. Vous avez besoin de soutien et l'autre devient soudain indisponible. Vous proposez une idée et elle est systématiquement relativisée ou ignorée. Ce n'est pas ouvertement hostile, mais c'est une manière constante de vous désamorcer, d'enlever la force de vos élans. Et cela finit par vous user. Jung évoquait souvent le pouvoir des complexes inconscients dans les dynamiques relationnelles. Il expliquait que certaines personnes, face à l'éveil de votre lumière, sont confrontées à leurs blessures les plus profondes. Et au lieu de faire ce travail intérieur, elles choisissent inconsciemment de détester la source de cette dissonance. C'est un réflexe d'autodéfense archaïque, détruire à l'extérieur ce que l'on ne peut affronter en soi. Ce rejet silencieux peut aussi se manifester dans la manière dont l'autre parle de vous aux autres. Vous découvrez qu'il a raconté certaines choses dans votre dos, qu'il a minimisé vos efforts, transformé vos intentions, semé le doute. Et pourtant, en face, il continue à sourire, à vous appeler ami, frère, sœur. Cette double posture est l'un des signes les plus douloureux, parce qu'elle trahit non seulement un manque de respect, mais aussi une intention de vous affaiblir socialement. C'est une guerre sans déclaration, mais avec des conséquences réelles. Il est important de comprendre que cette haine n'a souvent rien à voir avec vous. Elle est le symptôme d'un conflit que l'autre porte depuis longtemps. Peut-être a-t-il été blessé, trahi, humilié. Peut-être a-t-il appris que l'amour est un jeu de pouvoir, que l'attachement est dangereux, que la vulnérabilité est une faiblesse. Et alors, au lieu de s'ouvrir à la relation, il se referme, il attaque, il sabote. Non pas parce que vous êtes fautif, mais parce que vous êtes trop proche, trop vivant, trop vrai. C'est là que le discernement devient essentiel. Voir sans juger, comprendre sans excuser, reconnaître sans absorber. Car si vous portez cette haine à votre place, elle vous détruira de l'intérieur. Vous finirez par croire que vous êtes indigne d'amour, que vous êtes la cause de ce mal-être, alors que vous n'êtes que le miroir d'une douleur que l'autre refuse de regarder. Jung nous invite à revenir à nous-mêmes, à ne pas fuir dans l'illusion d'un lien qui nous nie, à ne pas sacrifier notre paix intérieure pour sauver une apparence de relation. Car parfois, la véritable fidélité, c'est de se choisir, même si cela signifie s'éloigner de ceux qui nous détestent, sans jamais l'avouer. Il n'y a pas de honte à reconnaître que l'amour s'est transformé en poison. Il n'y a pas de faiblesse à partir. Au contraire, il faut une immense force pour dire « ceci me fait du mal », même si cela vient d'une main familière. Il est des liens qui ne se brisent pas par des mots, mais par l'usure invisible. Des relations qui, jour après jour, deviennent un poids. Et pourtant, tout semble intact en surface. Les messages sont encore là, les rires parfois aussi. Mais, au fond, quelque chose s'est déplacé. Une méfiance s'est installée. Une tension s'est glissée entre les gestes. Une énergie qui dit « je ne te supporte plus, mais je ne l'assume pas ». Carl Jung a observé que les êtres humains sont rarement en paix avec ce qu'ils ressentent profondément. Et lorsqu'ils ne parviennent pas à reconnaître leur hostilité, elle se mue en comportements contradictoires. Ainsi, la haine masquée se loge souvent dans les gestes d'aide, les attentions feintes, les étreintes figées. On vous appelle pour prendre de vos nouvelles, mais on écoute à peine vos réponses. On vous offre un cadeau, mais il ne vous ressemble pas. On vous invite, mais avec ce petit air qui dit « tu es de trop ». L'un des signes les plus déconcertants, c'est cette forme d'humour qui vous abîme. Pas frontalement, pas violemment, mais à coups de petites piques, de surnoms humiliants, de moqueries douces mais constantes. Et chaque fois que vous tentez de poser une limite,
On vous accuse d'être trop sensible, de ne pas savoir rire. C'est une inversion subtile du rapport de force. Celui qui blesse se positionne comme victime et celui qui souffre devient coupable. Ce renversement psychologique est une technique d'emprise redoutable. La haine silencieuse se manifeste aussi dans les moments où vous avez besoin d'être soutenu. Lorsqu'un deuil vous touche, une épreuve vous affaiblit, un doute vous traverse. Vous attendez une présence, une main, une écoute, et au lieu de cela, vous recevez des conseils secs, des jugements déguisés, ou pire, un vide. Ce silence, à ce moment-là, n'est pas anodin. Il trahit un désengagement profond, une incapacité à se relier à votre douleur, parce que l'autre ne vous voit plus comme un être à aimer, mais comme un rival à contenir. Jung disait que l'ombre n'est pas seulement ce que l'on cache, mais aussi ce que l'on ignore en soi. Celui qui vous hait en silence n'a peut-être même pas conscience de sa propre hostilité. Il se croit loyal, gentil, présent. Mais ses actes, ses silences, ses mots trahissent une vérité plus ancienne. Une blessure jamais cicatrisée, une rage refoulée, une peur d'être éclipsé, rejeté, abandonné, et au lieu de guérir, il projette tout cela sur vous. Parce que vous êtes là, parce que vous êtes disponible, parce que vous êtes trop proche. Un autre signe, l'effacement progressif de votre voix. Dans les conversations, vos idées sont systématiquement ignorées, reprises sans vous citer ou tournées en dérision. Vos besoins sont minimisés, vos préférences ridiculisées. Vous devenez un figurant dans votre propre vie. Cette stratégie n'est pas toujours consciente, mais elle vise à vous rendre invisible. Parce que votre lumière dérange, parce que votre présence rappelle à l'autre tout ce qu'il a renoncé à être. Il y a aussi la manipulation subtile par la culpabilité. On vous rappelle sans cesse ce que vous devez, ce que vous avez reçu, ce que vous êtes censé rendre. L'amour devient une dette, la relation un contrat invisible. Et chaque fois que vous tentez de prendre de la distance, on vous accuse d'ingratitude, d'égoïsme, d'oubli. C'est une forme d'enchaînement affectif qui vous empêche de respirer librement. Dans ces situations, Jung propose une voie qui n'est ni l'accusation ni le sacrifice. Il invite à la lucidité aimante, voir sans haine, nommer sans violence, se protéger sans condamner. Car celui qui vous blesse est souvent lui-même blessé. Mais cela ne justifie pas de rester. La compassion ne doit jamais devenir une prison. L'amour de l'autre ne peut s'exercer qu'à partir de l'amour de soi. Et si vous sentez que votre lumière diminue à mesure que vous restez dans une relation, si vous vous surprenez à douter de votre valeur, à anticiper les critiques, à censurer vos élans, c'est peut-être le signe que quelque chose en vous sait déjà, que votre être profond cherche une sortie, non pas pour fuir, mais pour se retrouver. Partir n'est pas toujours un abandon, c'est parfois un acte sacré, une manière de dire « Je choisis de ne plus être l'écran sur lequel tu projettes tes fantômes. Je me retire de ce théâtre où mon rôle est de me taire pour que tu te sentes fort. » Et dans ce départ, il n'y a pas de rancune, seulement de la vérité. Certains liens, lorsqu'on les observe de l'extérieur, paraissent indissolubles. On les voit tissés d'années de souvenirs, de confidences partagées, de gestes tendres. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose s'est rompu depuis longtemps. Une fracture invisible mais irréversible. Ce n'est pas l'absence d'amour qui blesse le plus, c'est sa caricature. C'est de devoir faire semblant, sourire alors qu'on s'éteint, maintenir une loyauté qui n'a plus d'âme. Carl Jung insistait sur la nécessité de distinguer le lien vivant du lien mort. Il disait que certaines relations continuent d'exister par habitude, par peur ou par dette émotionnelle, mais qu'elles ne nourrissent plus rien. Pire, elles consument. Elles absorbent la vitalité de ceux qui s'y accrochent. Et parfois, la haine dissimulée agit comme un poison lent, qui vide la relation de sa lumière sans jamais la rompre clairement. Il existe une violence douce, presque imperceptible, dans cette haine secrète. Elle s'exprime dans les soupirs trop longs, les absences non expliquées, les réponses sèches, les rendez-vous oubliés. Elle n'est jamais explosive. Elle ne vous donne pas de raison de vous en aller. Et c'est précisément cela qui la rend perverse. Elle vous maintient dans une zone grise, dans un climat d'attente et de confusion. Vous espérez un retour, un éclaircissement, une preuve que vous ne vous êtes pas trompé, mais elle ne vient jamais. La haine masquée prend parfois la forme d'une indifférence savamment dosée. L'autre ne vous attaque pas, il vous néglige. Il vous répond avec retard ou pas du tout. Il vous parle quand cela l'arrange.
Il vous implique dans ses projets, mais ne s'intéresse jamais aux vôtres. C'est une stratégie de décentrement. Vous devenez périphérique dans une relation où vous pensiez être au centre, et cela détruit lentement la perception que vous avez de votre valeur. Jung évoquait l'importance de la réciprocité psychique. Pour lui, une relation équilibrée repose sur un échange d'âme, pas seulement de mots ou de gestes. Lorsque l'un donne constamment et que l'autre absorbe sans jamais se dévoiler, alors il y a déséquilibre. Et souvent, derrière ce déséquilibre se cache une forme de mépris, une conviction, parfois inconsciente, que l'autre est disponible, acquis, inutile de le chérir. Un autre signe encore, les comparaisons systématiques. On vous rappelle constamment ce que d'autres font mieux. On vous cite des exemples de réussite, de sagesse, de beauté, comme si vous étiez toujours à côté de la plaque. Cela ne se dit jamais directement. C'est distillé dans les phrases anodines, les anecdotes, les regards. Et peu à peu, vous intégrez un message silencieux. Tu n'es pas assez. Tu n'es jamais tout à fait juste. Ce conditionnement subtil est une forme d'abus psychique. Il affaiblit, il use, il brise de l'intérieur. Parfois, la haine déguisée se manifeste aussi par une absence totale d'empathie. Vous traversez une période difficile et l'autre détourne la conversation. Il évite votre regard, il banalise ce que vous vivez. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'il ne veut pas entrer dans votre monde, parce qu'il y a une distance froide, construite pour ne pas se laisser atteindre. Et cette distance, lorsqu'elle vient d'un être proche, est plus douloureuse que 1000 insultes. Jung enseignait que nous avons tous une responsabilité envers notre propre âme. Et cette responsabilité implique de reconnaître quand un lien nous détruit, même s'il est ancien, même s'il est familial, même s'il est entouré de souvenirs heureux. Il faut savoir discerner ce qui nous nourrit de ce qui nous consume. Et cela demande du courage. Car choisir sa paix intérieure, c'est souvent renoncer à une image, à une attente, à une promesse jamais tenue. Il n'est pas nécessaire d'attendre un geste violent pour agir. La violence peut être feutrée. Elle peut se loger dans les silences, dans les oublis, dans les sourires absents. Et lorsqu'on la tolère trop longtemps, on finit par la normaliser. On croit qu'on mérite si peu. On accepte l'inacceptable. On devient le complice de notre propre disparition. Mais rien, absolument rien, ne vous oblige à rester là où votre lumière s'éteint. Vous avez le droit de préserver ce qu'il y a de plus précieux en vous, votre intégrité, votre sensibilité, votre vérité. Il y a des blessures qu'aucun mot ne justifie, des douleurs qui s'installent à petit feu dans les interstices du quotidien. On ne sait pas exactement quand c'est arrivé, ni pourquoi. Mais on sent que quelque chose a changé. Ce regard n'est plus le même. Ce rire a perdu sa chaleur. Cette main qu'on touchait autrefois avec confiance est devenue froide, distante, presque hostile. Et pourtant, personne n'a rien dit. Tout semble encore tenir debout, sauf vous. Carl Jung a mis en lumière cette idée essentielle. Ce que l'on refuse de voir dans une relation finit par nous gouverner. La haine refoulée, même silencieuse, agit comme un poison invisible. Elle s'insinue dans chaque échange, dans chaque absence, dans chaque non-réponse. Et elle transforme ce qui devait être un refuge en un terrain miné. L'un des signes les plus profonds de cette haine masquée, c'est la disparition de la reconnaissance. L'autre ne voit plus ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous donnez. Il ne vous remercie plus, il ne s'émerveille plus. Il prend, mais ne reçoit plus vraiment. Il considère tout ce que vous offrez comme allant de soi. C'est un effacement progressif, une lente dévalorisation. Et au bout d'un moment, vous ne savez plus si vous comptez, si vous avez encore une place, ou si vous n'êtes devenu qu'un décor dans sa vie. Ce processus peut être si subtil que vous commencez à douter de vous-même. Vous vous demandez si vous exagérez, si vous êtes trop sensible, si c'est vous le problème. Vous essayez de faire plus d'efforts, d'être plus présent, plus doux, plus patient, mais rien n'y fait. Le mur est là. Et plus vous donnez, plus vous vous épuisez. C'est la mécanique classique des relations toxiques, où l'amour devient un test, une épreuve, un sacrifice sans fin. Jung disait que l'on reconnaît les ombres dans la manière dont elles s'acharnent à nier la lumière. Celui qui vous est en silence ne vous attaque pas frontalement, parce qu'il sait que vous êtes solide, lumineux, vivant. Mais il cherche à vous affaiblir doucement, à fragmenter votre clarté, à vous vider de l'intérieur. C'est une forme de prédation,
émotionnel, et ce n'est pas toujours fait consciemment. C'est un mécanisme de défense, mais qui vous transforme malgré vous en cible. Il existe aussi cette forme étrange de compétition affective. L'autre vous aime, peut-être, mais il ne supporte pas que d'autres vous aiment aussi. Il devient amer quand vous recevez de l'attention, de la reconnaissance, du succès. Il ne vous le dit pas, mais il devient distant ou sarcastique. Il trouve toujours une manière de minimiser ce que vous vivez, comme si votre bonheur était une offense à son malheur. Cette jalousie déguisée peut devenir toxique. Elle vous pousse à réduire votre lumière pour ne pas déranger. Vous commencez à cacher vos joies, à vous excuser de vos réussites, à vous censurer dans vos élans. Vous vous adaptez à une ambiance où l'amour n'est plus libre, mais conditionnel, et vous finissez par vous trahir. Jung nous rappelle que l'amour véritable ne cherche pas à posséder ni à éteindre. Il célèbre, il élève, il inspire. Et tout ce qui vous demande de devenir plus petit pour être accepté n'est pas de l'amour. C'est une dépendance, une illusion, une forme de lien que l'on appelle proche, uniquement parce qu'il est ancien ou familier, mais qui ne vous respecte plus. Dans ces cas-là, il faut écouter ce que le silence de l'autre dit de lui. Son absence parle, son indifférence parle, son sarcasme parle. Il ne vous hait pas toujours consciemment, mais il refuse de vous aimer librement. Et cela revient au même. Car l'amour retenu, rabaissé, conditionné, blesse autant que la haine déclarée. Vous n'êtes pas responsable des projections de l'autre. Vous n'avez pas à porter les refoulements de ceux qui ne veulent pas se voir. Votre lumière dérange? Tant mieux. Cela prouve qu'elle existe et vous méritez de la protéger. Il y a dans certains silences une lourdeur que même le vacarme ne pourrait égaler. Ce sont ces moments où l'on sent qu'on dérange simplement en étant là, où chaque mot que l'on prononce semble être de trop, où l'on cherche le regard de l'autre et ne trouve qu'un vide, une absence, un mur. Et malgré tout cela, on reste, par fidélité, par peur, par espoir, parce que le lien est ancien, parce qu'il y a eu des beaux jours, parce qu'on se dit que tout ça va passer. Mais la haine masquée, elle, ne passe pas. Elle s'enracine, elle s'installe, elle grandit. Et plus on la tolère, plus elle ronge notre être. Carl Jung disait que les émotions ignorées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et ressurgissent plus tard, de manière encore plus destructrice. La haine non reconnue se mue en indifférence, en moquerie, en manipulation douce. Elle devient un climat empoisonné, une atmosphère invisible mais irrespirable. Un des signes les plus tranchants, c'est lorsque votre douleur devient une source de satisfaction pour l'autre. Pas ouvertement, bien sûr, mais dans ces petits gestes, ces regards, ces silences où vous sentez qu'il ne vous console pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il le doit. Ou pire, il vous écoute avec une forme de plaisir caché, comme si votre fragilité confirmait sa supériorité. C'est l'un des visages les plus sombres de la haine masquée, le plaisir secret de vous voir tomber. Il y a aussi ces moments où, sans raison, l'autre vous punit. Il se retire. Il ne répond plus. Il devient froid, et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous cherchez l'erreur. Vous revisitez vos mots, vos gestes. Vous vous accusez. Vous tentez de réparer quelque chose dont vous ignorez l'origine. C'est une forme de chantage affectif silencieux. Un jeu de pouvoir. Et ce jeu-là, quand il vient de quelqu'un qu'on aime, fait vaciller tout ce qu'on pensait être solide. Carl Jung parlait d'un phénomène étrange mais fréquent. La haine naît parfois là où il y a eu trop d'amour non digéré. Trop d'attentes, trop d'idéalisation, trop de proximité non maîtrisée. Et au lieu de se transformer, cette intensité se retourne. Elle devient frustration, agacement, rejet. Celui qui ne sait pas gérer la profondeur d'un lien fini par vouloir l'éteindre, parce qu'il en a peur, parce qu'il ne s'y reconnaît pas, parce que cela le renvoie à son propre vide. Dans les familles, cela peut être encore plus complexe. La haine masquée se confond avec le devoir. On vous aime parce qu'il le faut. On vous parle parce que c'est la norme. Mais dans les gestes, dans le ton, dans les absences, vous sentez que quelque chose ne vibre plus, que l'amour est mécanique, que la tendresse est forcée. Et vous, pour rester dans le cadre, vous apprenez à faire semblant aussi, à sourire quand vous avez envie de pleurer, à dire merci quand vous vous sentez trahi. Jung nous apprend à reconnaître l'ombre non pour la fuir, mais pour en libérer la lumière. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque. Il ne s'agit pas de condamner tous les gestes ambigus, mais
d'écouter ce que notre être ressent vraiment. Car souvent nous savons, depuis longtemps, nous savons que cette relation n'est plus juste, que cette proximité est devenue toxique, que cette fidélité à l'autre est devenue une infidélité envers nous-mêmes. Et il y a un moment, un seuil, une évidence, celle où l'on comprend que rester, c'est se renier. Que se taire, c'est se trahir. Que protéger l'autre, c'est se perdre. Et ce jour-là, quelque chose en nous se redresse. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la revanche, c'est de la clarté. La haine masquée ne supporte pas la lumière. Elle se dissout quand on ose la nommer. Elle s'efface quand on se redonne notre juste place. Et même si l'autre ne change pas, nous changeons. Nous cessons de nous excuser d'exister. Nous cessons de quémander ce qui devrait être donné librement. Nous redevenons notre propre centre, et c'est ainsi que l'on commence à guérir. Il est un moment dans toute relation où le voile tombe, où l'on ne peut plus faire semblant, où l'on ne peut plus justifier l'indifférence par la fatigue, le sarcasme par l'humour, l'absence par un simple oubli. Ce moment où le cœur sait, il ne raisonne plus, il reconnaît, et ce qu'il reconnaît, c'est cette vérité difficile à accepter. Celui qu'on aimait autrefois ne nous aime peut-être plus. Ou, pire encore, nous aime d'une manière qui nous fait mal. Carl Jung disait que ce que l'on ne rend pas, conscient revient sous forme de destin. Et dans les relations marquées par la haine masquée, ce destin prend souvent la forme d'une répétition douloureuse. On attire toujours le même type de personnes. On revit les mêmes blessures, parce que quelque chose en nous cherche à comprendre, à guérir, à clore un chapitre ouvert dans l'enfance, ou bien plus loin encore. La haine silencieuse que l'on reçoit de quelqu'un de proche réveille en nous une mémoire ancienne, celle d'avoir été rejeté sans explication, d'avoir été regardé avec froideur par un être aimé, d'avoir été perçu comme un fardeau, un intrus, un obstacle, et ce qui fait le plus mal dans cette dynamique, ce n'est pas l'autre. C'est ce que sa présence ravive en nous, ce qu'elle réactive, ce qu'elle réveille de notre propre ombre. C'est pourquoi il ne suffit pas de s'éloigner physiquement. Il faut aussi et surtout se libérer symboliquement. Il faut oser dire en soi « ce que l'autre pense de moi ne me définit pas. Ce que l'autre projette sur moi ne m'appartient pas. Ce que l'autre refuse d'aimer en moi est souvent ce que j'ai de plus vivant, de plus vrai, de plus lumineux. » Jung nous rappelle que la rencontre avec l'ombre est une étape incontournable du chemin vers le soi. Et parfois, cette ombre ne se manifeste pas directement en nous, mais à travers ceux qui nous entourent. Ceux qui nous renvoient des regards durs, des silences méprisants, des gestes qui blessent sans laisser de traces. Et dans cette épreuve, nous avons le choix. Répéter les schémas ou transmuter la blessure. Cela ne veut pas dire devenir indifférent. Cela ne veut pas dire cesser d'aimer, mais aimer autrement. Aimer sans se perdre. Aimer sans se faire mal. Aimer sans se faire petit. Et si cela implique de s'éloigner, alors c'est un acte d'amour aussi. L'amour de soi, l'amour de sa vérité, l'amour de sa propre lumière. Un autre piège courant dans ces relations, c'est de vouloir comprendre à tout prix. Pourquoi l'autre est-il devenu ainsi? Qu'ai-je fait de mal? Comment puis-je le changer? Mais cette quête de sens devient parfois un piège mental. On reste bloqué dans l'analyse, dans l'attente, dans l'espoir. Et pendant ce temps, on souffre, on s'éteint. On sacrifie des jours, des mois, parfois des années, à attendre que l'autre redevienne celui qu'il était, ou celui qu'on a imaginé qu'il était. La vérité, c'est que certaines relations se déforment avec le temps. Certaines présences deviennent absences. Certains cœurs se ferment, et ce n'est pas toujours à cause de nous. C'est souvent une alchimie intérieure, une tension entre deux inconscients, deux histoires, deux ombres. Il n'y a pas de coupable. Mais il y a des limites. Jung disait que la maturité commence le jour où l'on cesse d'attendre que l'autre nous sauve. Et ce jour-là, on découvre que l'on peut s'offrir à soi-même ce regard aimant qu'on attendait des autres. Ce respect, cette tendresse, cette écoute. La haine masquée ne peut rien contre celui qui s'est choisi, celui qui s'est vu dans sa totalité, dans sa lumière et dans ses zones sombres. Celui qui a cessé de se justifier. Celui qui ne veut plus convaincre. Celui qui n'exige plus d'être aimé, mais qui se tient debout, libre, relié à sa propre source. Et dans ce silence retrouvé, il y a une forme de paix que la haine ne peut plus troubler. Il y a une vérité que l'on fuit longtemps avant d'oser la regarder en face.
Parfois, ce ne sont pas nos ennemis qui nous brisent, mais ceux qui sont censés nous aimer. Ceux qui nous ont vus naître, évoluer, nous ouvrir. Ceux à qui l'on a confié nos fragilités les plus profondes, nos rêves les plus secrets. Et c'est cela qui rend la haine masquée si douloureuse. Elle surgit là où l'on croyait être en sécurité. Elle détruit depuis l'intérieur. Carl Jung nous rappelle que chaque relation est un miroir, et parfois ce miroir devient trouble. Il nous renvoie des images qui ne sont pas les nôtres, des jugements, des rejets, des absences. Mais ce miroir, aussi déformant soit-il, ne reflète pas notre valeur. Il reflète seulement l'état intérieur de celui qui nous regarde, son ombre, ses blessures, son incapacité à aimer sans condition. Alors vient le moment du choix, le moment de cesser de se battre pour une reconnaissance qui ne viendra pas, de cesser de justifier l'injustifiable, de cesser de se blâmer pour des silences qui ne nous appartiennent pas. Ce moment de bascule, où l'on comprend que l'amour ne devrait jamais être une lutte, ni une dette, ni un test. On ne guérit pas de la haine en la combattant. On guérit en cessant de s'y exposer, en nommant ce que l'on ressent, en posant des frontières, en honorant sa propre sensibilité, en se réconciliant avec cette voix intérieure qui, depuis longtemps déjà, nous murmure que quelque chose ne va pas. Jung disait que l'ombre, une fois reconnue, perd de son pouvoir. Et il en va de même pour la haine déguisée. Lorsqu'on la voit, lorsqu'on la comprend, lorsqu'on cesse de la nier, elle ne peut plus nous contrôler. Elle ne peut plus nous briser. Elle ne peut plus nous faire douter de qui nous sommes. Et peut-être que la plus grande liberté, c'est de pouvoir regarder en face quelqu'un qui vous a blessé et choisir de ne plus attendre son amour. Choisir de ne plus tendre la main. Choisir de partir sans fracas, sans haine, sans drame, mais avec une clarté nouvelle, celle de celui qui s'est enfin choisi. Car au fond, il n'y a pas d'échec plus grand que de renier sa propre lumière pour rester dans une relation qui ne la supporte pas. Et il n'y a pas d'acte plus sacré que de se retirer doucement, dignement, pour retrouver l'espace où l'on peut respirer pleinement, que celui qui vous est en silence reste dans son ombre. Vous marchez vers la vôtre. Et au bout du chemin, vous découvrirez que c'est là, dans cette ombre que vous avez fui, que résidait votre lumière la plus pure. Vous n'avez pas à convaincre qui ne veut pas comprendre. Vous n'avez pas à sauver ceux qui refusent de se regarder. Vous avez seulement à vous souvenir de ceci. Votre âme mérite d'être aimée sans condition, sans jeu, sans poison. Et si cela signifie laisser partir ceux qui ne savent pas aimer autrement, alors oui, laissez-les partir. Car c'est peut-être ainsi, en choisissant de ne plus souffrir, que vous vous approchez enfin de la paix. Si ces mots ont résonné en vous, alors il se peut que vous soyez déjà en chemin. Un chemin silencieux, mais lumineux. Un chemin de lucidité, de réconciliation intérieure et de renaissance. Que ce chemin vous ramène à vous-même, là où personne ne pourra plus vous haïr sans que vous le sachiez. Là où votre lumière ne sera plus offerte à ceux qui la craignent, mais à ceux qui sauront la reconnaître, l'accueillir et la célébrer comme elle le mérite.